Bonjour et bienvenue à la dernière vidéo dans l'unité des quantités des réactions chimiques. Dans cette vidéo, nous allons parler des rendements des réactions. Alors, tout comme on évalue votre rendement comme élève, on peut évaluer le rendement d'une réaction chimique pour voir si la réaction a bien fait ou si la personne qui réalise la réaction a bien fait. Donc, par la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'expliquer la différence entre le rendement théorique et le rendement expérimental, ce qu'on devrait voir, ce qu'on voit réellement. Vous allez pouvoir identifier des raisons pourquoi il existe des différences entre le rendement théorique et expérimental, et vous allez pouvoir calculer le rendement d'une expérience. Donc, le rendement. Vous êtes des élèves. Moi, j'aime beaucoup l'analogie. En principe, moi, comme enseignant, je vous enseigne 100% de la matière. Et en principe, je m'attends à ce que vous compreniez 100% de la matière. Mais peut-être un jour, vous êtes venu à l'école, vous étiez un peu fatigué, vous n'avez pas vraiment écouté. Un autre jour, vous n'avez pas fait votre travail. Un autre jour, vous avez décidé que vous n'avez pas besoin de regarder des vidéos, vous faites juste relire le manuel. Ou faites juste essayer quelques problèmes, puis vous allez le savoir. Puis là, sur votre test, vous avez un niveau 3, puis on voit que peut-être vous avez compris 75% de la matière. Ben, ça c'est essentiellement la même chose en chimie. Le rendement théorique de vous comme élève devrait être 100%. Je vous ai enseigné 100% de la matière, donc en principe tout le monde devrait réussir à 100%. Le rendement expérimental, c'est votre niveau 3 ou votre niveau 4 ou votre niveau 2 ou votre niveau 1 sur votre évaluation qui démontre ce que vous avez réellement compris. En chimie, le rendement théorique, c'est ce que l'équation équilibrée prédit qu'on devrait recevoir comme produit. Le rendement expérimental, c'est ce qu'on produit réellement lors d'une expérience. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'obtient pas réellement ce qu'on devrait obtenir parce qu'en réalité, il y a très peu qui est parfait. La première raison qu'on n'obtient pas tout ce qu'on devrait obtenir comme produit, c'est les réactions de compétition. Compétition, c'est quand une chose bataille contre une autre, puis on peut voir en chimie qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs réactions qui bataillent l'un et l'autre pour l'attention des réactifs pour former différents produits. Donc, un exemple qu'on a déjà vu, c'est la combustion complète et incomplète. La combustion complète et incomplète, c'est deux réactions qui sont toujours en compétition l'un avec l'autre. Donc, disons que nous avons notre méthane et nous le brûlons avec de l'oxygène. Si on a une combustion complète, on va obtenir le CO2 et l'eau. En principe, ça devrait tout se convertir en CO2 et en eau. Mais si c'est incomplète, on va obtenir du monoxyde de carbone. Alors, en principe, disons qu'on a ici 100% CO2, ça serait notre rendement théorique. Mais en réalité, peut-être nous avons 75% CO2 et 25% CO. Ça serait notre rendement expérimental. Parce qu'il n'y a rien de parfait dans le monde. Et la réalité, c'est que souvent, tu as plusieurs réactions qui sont en compétition pour produire différents produits. D'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur le rendement,
sur la vitesse de la réaction. Alors peut-être vous recueillez vos produits avant que la réaction soit finie et vous ne donnez pas la chance à la réaction de tout réagir, tous les réactifs. Peut-être votre surface de contact est trop petite. Pour avoir une réaction, il faut que les atomes se rendent en contact. Souvent, ils vont se rendre en contact sur une surface. Si cette surface n'est pas assez grande, et n'est pas assez lisse, est endommagée, il se peut que ceci affecte le rendement de la réaction. Possiblement que votre température n'est pas assez élevée pour que les atomes commencent à se bouger, à se rencontrer, à se réagir. Souvent, il faut élever la température pour augmenter le mouvement des atomes. Passer température peut dire que votre réaction ne se produit pas au niveau qu'elle devrait. Peut-être que vous n'avez pas bien choisi votre contenant. Ça revient à la surface de réaction, surface de contact qui pourrait être trop petit. Si votre contenant est mal conçu pour la réaction, disons un mince tube quand on a besoin d'une grande surface, ça pourrait limiter l'habilité des réactifs à se rencontrer. Les techniques de laboratoire, c'est une grande raison pourquoi on voit des rendements qui sont moins de 100%. Évidemment, si tu échappes ton échantillon sur le plancher et 50% de ton produit se met sur le plancher, tu ne vas pas avoir un bon rendement. C'est évident. Votre habileté de bien faire la chimie va dicter votre habileté d'avoir des rendements élevés. À l'université, dans vos laboratoires, si vous prenez des cours de chimie, vous allez être évalué sur votre rendement. Si vous avez des rendements en dessous de 90%, souvent ils vont baisser votre note d'une façon assez significative. Ils veulent vraiment que vous essayiez d'avoir des rendements au-delà de 90%. Dernière chose, c'est la pureté du réactif. Alors, quand les fabricants de produits chimiques fabriquent les produits chimiques, c'est par des réactions chimiques, puis parce qu'il y a des réactions de compétition qui se passent. Parfois, on va se rendre avec des réactifs qui ne sont pas 100% purs. Et souvent, sur les réactifs, ça va être indiqué la pureté du réactif. Et vous voulez, quand c'est possible, toujours utiliser quelque chose qui a une pureté de plus grand que 99% pour limiter les réactions de compétition, parce que si tu as d'autres réactifs dans ta réaction, là tu as la possibilité de réactions de compétition qui peuvent se produire. Donc, le pourcentage de rendement, on utilise des pourcentages pour démontrer notre rendement. Puis, c'est une comparaison entre le produit obtenu, le montant obtenu et le montant produit. Donc, on le calcule, le pourcentage de rendement. On dit que c'est égal au montant obtenu divisé par le montant prédit, évidemment, fois 100 pour le mettre en pourcentage. Tu ne devrais jamais avoir un pourcentage de rendement qui est plus élevé que 100%. Si ton pourcentage de rendement est plus élevé que 100%, ça c'est un problème. Ça veut dire que soit 1, tu n'as pas bien calculé le montant prédit, ou 2, tu as produit quelque chose que tu n'aurais pas dû produire, que ton produit n'est pas le produit que tu devrais avoir. Les deux sont possibles. Moi, j'ai déjà eu des situations dans ma vie où j'ai produit plus que 100% de ce que je m'attendais. Il y avait des réactions de compétition qui produisaient des choses autres que ce que je voulais. Mais en principe, ça devrait toujours être soit égal, soit égal ou plus petit que 100%.
et vous voulez que ça soit le plus proche de 100% que possible. À l'université, si vous prenez des cours de chimie, ils vont vous évaluer sur votre rendement. Si votre rendement est moins que 90%, vous allez perdre un montant assez grand, un assez grand montant de points sur votre travail. Parce que le pourcentage de rendement est vraiment une évaluation de votre habilité de bien réaliser une réaction chimique. Donc, il l'utilise directement pour vous évaluer. Ne trichez jamais aussi sur le pourcentage de rendement. À l'université, souvent, les profs vont vous faire peser vos produits devant eux pour éviter que éviter que vous mentissiez à propos du montant de produits que vous créez. Donc là, on va faire deux exemples. Le premier exemple, c'est à la page 319. C'est le numéro 2. Excuse, le numéro 52. Et ça nous dit que, supposons qu'on a 0,25 mol de carbonate de potassium. Ça c'est notre premier réactif dans notre équation. Et ça réagit avec suffisamment d'acide chlorhydrique pour qu'il soit en excès. Donc, l'acide chlorhydrique est notre réactif en excès. Le carbonate de potassium est notre réactif limitant. Dès qu'il est épuisé, la réaction se termine. Et on veut calculer le rendement théorique du chlorure de potassium. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui est très semblable à ce qu'on faisait pendant la stoichiométrie, puis ce qu'on a fait dans la vidéo sur les réactifs limitants et en accès. Donc ici, on n'a pas de grammes, on est déjà en mol, ça nous sauve la tâche de convertir les grammes en mol. Donc on sait que le rapport entre le carbonate de potassium et on veut déterminer le chlorure de potassium, c'est un rapport de 1 à 2. Pour chaque mol de carbonate de potassium, on devrait produire 2 mols de chlorure de potassium. Donc, si on utilise notre rapport équivalent, et on sait qu'on a 0,25 mol de carbonate de potassium, on peut juste multiplier par 2 pour déterminer qu'on devrait produire 0,5 mol de chlorure de potassium. Donc, le rendement théorique du chlorure de potassium, c'est 0,5 mol. Si tout va bien, tu devrais produire ce montant de chlorure de potassium. Ok, donc là, on va continuer le même problème. Là, on se dit qu'on a encore le même montant de carbonate de potassium. On a encore de l'acide chlorhydrique en accès. Et on nous dit que réellement, on produit 0,189 mol d'eau dans la réaction. Et on veut calculer le pourcentage de rendement selon notre réactif limitant qui était le carbonate de potassium. Donc, étape 1, c'est de calculer le rendement théorique du composé, dans ce cas-ci de l'eau. Alors, le rapport entre le carbonate de potassium et l'eau, c'est de 1 à 1. C'est notre rapport molaire selon notre équation équilibrée. Donc, si on a 0,25 mol de carbonate de potassium, on devrait produire également 0,25 mol d'eau. Mais là, on voit que on a seulement produit 0,189 mol d'eau. Donc, le pourcentage de rendement ici sera l'obtenu divisé par le prédit fois 100. Donc, on a obtenu 0,189 mol. On a prédit 0,250 mol. Ça nous donne un pourcentage de rendement de 75,6%.
Donc, on a produit, si on produit 0,189 mol d'eau, on a produit 75,6% de ce qu'on aurait dû produire dans un monde parfait où tout va absolument parfaitement.